Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. Mayotte est le 101e département français. Mais ce petit archipel dans l'océan Indien, rattaché à la France depuis le milieu du 19e siècle, n'intéresse pas beaucoup la métropole. Ses 200 000 habitants non plus, ni la brutalité du climat social dans lequel ils et elles vivent, avec 77% de la population qui vit là-bas sous le seuil de pauvreté. Mayotte ne fait pas la une, elle ne fait pas l'actualité, elle n'est pas sous le feu des projecteurs. En tout cas, elle ne l'était pas jusqu'à présent et jusqu'à la sortie le 23 mars du film Tropique de la violence. Un film signé Manuel Chapira, adaptation du roman du même nom de l'autrice mauricienne Natacha Apana. On y plonge dans une des réalités de Mayotte, sa violence, donc, comme l'indique le titre. La violence qui est le quotidien du bidonville géant de Kaweni, où vivent 15 000 personnes, d'origine comorienne pour la plupart. Dans le film, on suit Moïse, joué par Gilalan Ngalamou Hippocrate, un gamin comorien recueilli par une infirmière, qui se retrouve à vivre subitement dans le bidonville, au sein d'une bande de mômes désœuvrés dirigée par le très inquiétant Papa Brousse, incarné lui par Fazal Bakar Moïdine. Le film est troublant, dérangeant par certains aspects, mais il ne laisse pas indifférent. Et il interroge en permanence sur le peu d'intérêt que porte la métropole à ses outre-mer, auxquels elle prétend toujours être attachée, et sur le regard que nous, métropolitains, portons sur ces territoires que nous connaissons très mal. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Bienvenue dans Programme B. On m'a parlé d'un garçon disparu depuis quelques mois. Sa mère est morte. Ici, si t'es faible, tu crèves. Pourquoi elle m'a laissé? Installe-toi. Oh, stop. La mère de gloire, mon cul. Notre invité, c'est donc Manuel Chapira, le réalisateur de ce film Tropique de la violence. J'ai commencé par lui demander comment avait démarré ce projet d'adaptation du roman de Natacha Apana. L'écrivaine avec qui j'avais déjà travaillé sur d'autres projets avant, qui m'a parlé de ce livre en me disant « Manuel, c'est vraiment pour toi, c'est ton cinéma, c'est des sujets que tu abordes, qui t'intéressent, notamment les bandes ». Donc j'ai lu le livre et j'étais vraiment happé par le style, par l'histoire, et je me suis dit mais c'est dingue, on dirait un film, on dirait une histoire qui se passe au Brésil. Ça m'a fait penser à La Cité de Dieu. Donc au départ c'était vraiment un projet cinéma, une envie de cinéma, un cinéma différent qu'on voit pas souvent en France. C'était quasiment pour moi un décor et une histoire de cinéma, mais il y avait pas vraiment d'affect, de sentiment quoi. Et puis c'était un peu abstrait. Avec Carole Lambert, la productrice, on s'est dit, ok, on écrit une première version, avec Delphine du scénario, et puis on va sur place pour voir en fait la réalité. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Ce que raconte ce livre? Parce que ça a l'air quand même complètement fou, quoi. Et on n'en a jamais entendu parler. Sur place, on a été étonnés, choqués par le dénuement de ce département français. Mais le plus important, c'est qu'on s'est dit, mais comment ça se fait qu'on n'en ait jamais entendu parler? En fait, ça a été vraiment ça le point de départ, quoi. Enfin, le point de départ, on était déjà avancé, mais disons que, et jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est ça vraiment l'étonnement, c'est comment ça se fait qu'on soit aussi indifférent à cet endroit de France et à pas mal d'autres endroits, notamment l'outre-mer en général. Voilà. Est-ce que rapidement, l'idée de tourner déjà sur place et surtout avec des gens du coin s'est imposée? Effectivement, la question s'est posée parce que parfois, quand il y a des territoires qui sont difficiles, on va tourner ailleurs. Donc là, est-ce qu'on pouvait tourner à Mayotte? Donc, arrivé sur place, on se dit, non, c'est très compliqué, voire impossible. Et parce que, c'est une île qui est très chère, c'est une île qui est très dangereuse, il n'y a jamais eu de tournage de cinéma, tout est très compliqué. Sur place, on n'était pas spécialement bien reçus par les autorités, qui trouvaient que ça ne donnait pas une très bonne image de leur île. Je vais essayer d'être diplomate pour parler de ce film, Les Tropiques de la violence. Il nous a vraiment tous considérablement énervés à Mayotte. Estelle Youssoufa, présidente du collectif des citoyens de Mayotte, dans le documentaire de France Télévisions, Mayotte en off. C'est lamentable. C'est une image qu'on ne veut pas. Ça va glorifier
la violence de la délinquance qui rend la vie infernale à Mayotte. En disant « Oh, ces pauvres petits, ils volent, ils tuent, ils pillent, mais c'est des victimes. » Mais les victimes, c'est qui? Faire des héros de ces délinquants, c'est honteux. Et oui, on a fait pression sur nos élus pour qu'il n'y ait aucune subvention pour ce film. Et en même temps, il y avait une énergie de dingue, la population était hyper enthousiaste parce qu'en fait, ça raconte leur vie qui est jamais représentée, justement. Et donc, on s'est dit, c'est impossible, mais on va essayer de le faire. Et c'était pas juste pour des questions même éthiques, de se dire, il faut raconter sur place parce que ça n'a pas de sens de le faire ailleurs. Mais juste que même moi, je suis pas magicien, quoi. Je voyais pas comment raconter ailleurs. Cet endroit, c'est le plus grand bidonville de France. Il y en a pas ailleurs. Ces gamins, c'est leur vie. C'est pas la vie à La Réunion, c'est d'autres gamins. Aux Antilles, c'est d'autres. Voilà, on peut pas. Les gens sont pas remplaçables, quoi. Ils sont pas interchangeables. Est-ce qu'il n'y avait pas une difficulté dans le fait d'arriver justement dans cet endroit-là en étant occidental, métropolitain, et de se voir peut-être renvoyer à son regard extérieur, voire peut-être surplombant, le risque de regard surplombant? Alors, c'est peut-être une erreur de ma part. Je me suis jamais posé la question. En fait, j'ai lu ce livre. Il se trouve que c'est un département français, mais même si ça avait été un autre endroit du monde, en fait, c'est un endroit du monde. Moi, j'en fais partie. Les gens que je vais aller filmer en font partie aussi. Et l'histoire que j'ai lue, ça aurait pu être moi aussi, ado, évidemment dans des endroits moins pauvres, mais finalement, on a tous les mêmes envies, les mêmes espoirs. Il se trouve qu'à Mayotte, ils ont les mêmes espoirs, mais par contre, il n'y a vraiment aucune manière de se projeter dans le futur. Il y a toute une bande de jeunes garçons au cœur de cette histoire qui vivent, eux, sur place, qui sont originaires de là-bas. Comment s'est fait la rencontre et comment s'est fait le casting? Quand on fait un film, effectivement, il faut trouver les comédiens, il faut trouver le décor, mais de manière très pratique, c'est une île en fait où il n'y a pas de transport, uniquement des transports scolaires, et il n'y a aucune manière vraiment de se déplacer sur l'île si on n'est pas en voiture. Donc tous ces jeunes qui sont de quartiers différents, de bidonvilles différents, qui sont souvent d'ailleurs les uns avec les autres en guerre ou qui se connaissent pas, les numéros de téléphone de tout le monde changent tout le temps, donc personne communique vraiment, donc c'est très compliqué. Il y a le problème de la langue, tout le monde ne parle pas français. Quand tu arrives et que tu es métropolitain blanc, souvent on te prend pour un flic, moi en tout cas c'était le cas. Heureusement, on avait un ange gardien qui nous a vraiment papamoigné, qui nous a présenté au fur et à mesure. Et puis ensuite, avec Elsa Pharaon, avec qui on a fait le casting et qui a coaché ensuite tous ces jeunes, on s'est baladé et puis on abordait les gamins. Et en fait, il y avait un enthousiasme de dingue parce qu'il se passe pas grand-chose sur l'île. Dans le coup, d'avoir des gens qui arrivent avec ce projet sur le long terme. Et en fait, le jeu pour eux, je pense que c'est hyper important parce que c'est une manière de s'évader de cette île. Cette île qui est malheureusement un petit peu comme une prison à ciel ouvert. Et d'un seul coup, voilà, c'est la possibilité de rêver, de s'échapper du quotidien, quoi. Il y a un personnage notamment qui marque les esprits, c'est le chef de cette bande, donc Bruce. Donc c'est un comédien non professionnel à l'origine. Comment s'est fait la rencontre et comment est-ce qu'il s'est mis dans ce personnage-là qui est très particulier dans l'histoire? C'était un jour en bas du bidonville de Kaweni, on cherchait un endroit pour manger, donc c'est pas évident, il n'y a pas beaucoup d'endroits. Et je le vois de l'autre côté de la rue avec son copain Elanik qui joue Nas, qui a aussi un visage incroyable. Et je les aborde en me disant que ça peut être des petits rôles du film parce qu'ils ont vraiment des visages que ce serait vraiment intéressant de les avoir. Donc là, ils me prennent pour un policier. Eux, ils étaient en train de préparer un coup. Ils m'ont dit, ce jour-là, un coup, ça veut dire aller piquer des trucs, prendre des portables. Mais quand même, il y a une certaine douceur dans cette île et il y a une curiosité, quoi. Je leur propose de venir au casting chez Mario, qui a une petite banga, donc une petite case à côté. Il fait hyper chaud, mais ils viennent, ils font le casting. Et je leur propose de revenir faire un atelier pour travailler avec d'autres gamins, d'autres bidonvilles. Et Bruce, il vient, Fazal, donc. Il a fumé de la chimique, qui est une drogue assez puissante. Enfin, j'ai pas essayé, mais c'est vraiment, je crois que c'est entre le joint et le crack. Et il dort pendant cet atelier. Mais à un moment, il se réveille et je lui dis, allez, viens sur scène. Et il vient et il fait rigoler tout le monde. Et c'est évident qu'il y a quelque chose. Et lui, je sens que d'un coup, il existe et tous les gamins autour sont hyper impressionné et fier d'avoir en fait un comédien, quoi. Il y a quelqu'un qui est là
Et lui, il m'a dit plus tard, en fait, je me suis réveillé, je me suis dit, il faut y aller. Il y a ce mec qui est venu quasiment de l'autre bout du monde. C'est maintenant ou jamais, il nous fait confiance. Et puis, je pense qu'il avait une vraie envie. Et le soir, en sortant de cet atelier, il y a des bandes qui traînent autour, il faut faire gaffe, on monte dans la voiture, il va faire nuit. Il me dit, il vient me voir, il me dit, est-ce que tu peux me raccompagner là où j'habite? Et là, il m'a dit oui, avec une telle limpidité que j'ai compris, alors que ça allait être compliqué, vu qu'il fumait, enfin, qu'il était quand même souvent défoncé, j'ai compris qu'en fait, c'était oui et qu'il allait le faire. J'ai hâte de tourner. Fazal Bakar Mohilim, dans le documentaire Mayotte en off. On verra ce que je vais donner. En tout cas, je vais donner tout ce que j'ai, quoi. Dans le ventre. Ah oui, tout ce que j'ai, tout, maximum. Et je suis fier aussi d'avoir d'autres amis, d'autres gens, de voir d'autres trucs. Quelle violence chez nous là-bas, comme d'hab. Il n'y a pas eu d'instant qui n'était pas complexe. Voilà. Après, un tournage, c'est toujours compliqué, même si tu tournes avec des comédiens professionnels en studio à côté de Paris. Là, on est dans un endroit où il n'y a jamais eu de film. On est entre deux Covid, on essaie de le tourner le plus rapidement possible avant qu'il y ait la nouvelle vague qui est arrivée ensuite. On a effectivement les autorités qui ne sont pas avec nous, donc on ne sait jamais si on va avoir les autorisations. On est toujours en contact avec la police qui doit nous dire si les routes sont bloquées. Les gamins sont avec nous, a priori, ils sont à fond, mais parfois, ben voilà, ils sont pas là, il faut aller les chercher. Il y a toujours des risques quand même qu'il y ait d'autres bandes qui viennent. On était toujours sous tension, en plus c'est les tropiques, et il semblerait que ça agisse quand même sur les gens au bout d'un moment. Donc voilà, et au final ça s'est très bien passé, mais c'était chaque jour, on se disait, on a encore réussi à faire une journée, quoi. Il y a un sous-texte politique qui est quand même important dans l'histoire, au-delà de l'aventure adolescente, enfantine de Moïse. Il y a un sous-texte politique, notamment dans les rapports qu'entretiennent les locaux avec tout ce qui peut être considéré comme extérieur. Donc il y a les forces de l'ordre, il y a ce rôle d'un humanitaire aussi qui est présent sur le terrain et qui a du mal à se faire accepter. Comment est-ce qu'on distille ce sous-texte dans une histoire qui doit malgré tout rester centrée sur cette bande de gamins? C'est une île qui est très complexe. Tout l'enjeu de l'adaptation, ça a été de réussir à simplifier, parce que voilà, un film, il faut simplifier, mais quand même raconter la complexité de cette île, qui est effectivement française, mais quand on y est, il y a à la fois énormément de signes de la France, je sais pas, même des drapeaux français, des policiers, un panneau marqué Mayotte Restaura française, on le voit dans le film. Française, voilà, qui rappelle un panneau en Algérie. Mais à côté de ça, il y a aussi beaucoup de signes où on se dit mais c'est pas du tout la France. Donc faire un film là-bas, c'est politique, c'est montrer un endroit complète l'absurdité du monde qui est concentré dans un petit endroit. Et on dit que Mayotte, c'est un peu le laboratoire du futur. C'est parce que il y a des choses qui sont quasiment tentées là. On apprend on a essayé déjà plus ou moins de changer le droit du sol là-bas. Est-ce que c'est une expérimentation de ce qu'on va faire dans le reste du territoire français plus tard? Et les premières victimes de toute cette situation, c'est les enfants. Parce que, je veux dire, personne n'est responsable complètement, ou j'en sais rien, mais en tout cas, les moins responsables de tous, c'est les enfants. Et eux, ils subissent de plein fouet parce qu'ils ont aucun avenir et aucune manière de se projeter, quoi. Il y a un élément qui revient un peu tout au long du film, c'est la place de la langue. On navigue entre plusieurs langues. Il y a du français, évidemment, mais il n'y a pas que du français. Alors effectivement, la bande, notamment Bruce, quand il s'adresse à Moïse, il s'adresse en français parce que Moïse ne comprendrait pas sinon. Mais entre eux, les jeunes, ils parlent le shimaoré. Et c'est étonnant parce qu'on comprend que la génération d'avant sur l'île parlait plutôt le français quand même. Mais eux, ils reviennent entre eux au shimaoré, comme si il y avait un rejet un peu de cette France qui s'occupe pas assez d'eux, quoi. La musique, elle est importante. Dans le film, là aussi, elle est distillée, elle est pas au cœur de l'histoire, mais elle revient comme un espèce de point de ralliement aussi entre ces gamins et comme une manière là aussi de faire entendre à la fois leur voix et aussi leur culture. La musique du film, il y a la très belle musique du film de Olivier Marguerite et il y a le rap maoré
mahorais, comorien, et qui est complètement dingue. Et d'un coup, moi je l'entendais parce que voilà, ils l'écoutent entre eux. Et tu te dis, mais comment ça se fait pareil qu'on n'en ait jamais entendu parler en France? C'est genre carrément ultra classe. C'est genre, voilà, c'est dingue. Il y a une puissance. Et ils écoutent notamment Walter, et qui est un gamin qui était avec son sac à dos à la sortie du lycée. Je suis venu voir, j'ai dit, est-ce qu'on peut utiliser ta musique dans le film? Bah oui, aucun problème. Et puis voilà, c'était réglé. Et donc, il y a des super morceaux dans le film, des morceaux de Maggie aussi, qui est un autre mec de Vaïbé. D'une manière générale, on a l'impression que, et c'est ce que je trouve moi le film montre très bien, que à la fois donc ce territoire il est très loin et très en dehors de la France, et il est surtout très fermé. Tu parlais tout à l'heure de prison un peu à ciel ouvert. Il y a un côté un peu on ne s'échappe pas. Oui, mais même dans la manière dont on a filmé avec le chef-op Benoît Solaire, on a essayé quand même de raconter une île où il n'y a pas beaucoup d'horizons, quoi. Et il y en a de temps en temps, mais c'est un endroit, parce qu'au départ, comme il y a beaucoup de gens extérieurs qui veulent venir, Mayotte s'est un petit peu transformé en forteresse, quoi. Économiquement, c'est très difficile de sortir de là, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et même culturellement, ils n'ont pas de repères, en fait. Ils sont dans un endroit, et je pense que d'ailleurs, pour l'instant, en tout cas, Bruce, par exemple, il n'a pas encore eu l'occasion de venir en métropole ou à Paris. J'espère que ça va se faire. Mais ça va être un vrai choc, quoi. On est sur un endroit qui est effectivement complètement huis clos, où il y a très peu de choses, quoi. Il y a très peu de tout, quoi. Effectivement, c'est une île donc, qui est toute petite. Et même dans cette île, tous ces jeunes restent en général dans les quartiers, parce que comme il y a des embrouilles entre les quartiers, ils n'osent pas trop se balader. Ils ont peur de l'eau parce qu'ils savent pas nager. Il y a des histoires de djinns. Et finalement, quand on y allait avec eux jusqu'à la plage, qui est parfois à 2 km, 1 km de chez eux, que tu vois depuis les villages, hein, ils n'y vont pas, ils sont venus, ils sont baignés avec nous, et c'était génial. Ou bien à côté, il y a Petite Terre, qui est l'endroit où il y a l'aéroport. La dernière fois, quand je suis venu présenter le film, je suis allé sur cette Petite Terre avec Elanik, qui joue Nas, et on a montré le film à des métropolitains qui ont un club de voile, quoi. Donc c'est un autre monde. Elanik a fait la présentation, super classe, et il ne vient jamais, lui. J'imagine qu'un des enjeux, après, ça a été d'emmener le film là-bas, de ramener le film là-bas une fois qu'on l'avait tourné, qu'on l'avait monté, d'aller le faire voir, le montrer aux gens qui y avaient participé, aux gens dont on racontait la vie. Comment est-ce que tout ça s'est passé? Juste pour remercier le recteur de l'île qui nous a vraiment énormément aidés, et ma productrice Carole Lambert qui a permis en fait qu'on revienne sur l'île, c'est-à-dire de mettre en place un système avec le pass culture, pour que les élèves puissent aller le voir, que le plus de gens dans l'île puissent le voir, parce qu'il n'y a qu'un cinéma là-bas, qui est donc au pôle culturel de Chirangui, et il y a plein d'élèves, de jeunes, de plus grands d'ailleurs, même qui venaient de Mamoudzou, qui est à 1 heure de route, et qui n'étaient jamais allés dans le sud de l'île. Donc c'est une île qui fait 300 km². En soi, déjà, les gens, ils passent en général leur vie, mais il y a des gens qui ne bougent pas du quartier. Donc après l'avoir montré dans ce pôle culturel, on l'a montré justement à Kaweni, qui est donc ce grand bidonville où on a tourné, notamment aux chaudronniers, qui sont des personnages dans le film, qui sont assez dingues, qui font des chaudrons, des casseroles avec du métal récupéré. Et eux, ils avaient hyper envie de le voir, ils nous avaient vachement aidés, mais ils peuvent pas bouger de leur quartier parce qu'ils n'ont pas les papiers. Donc on est venu, on a fait une projection en plein air, on a décidé quasiment la veille au lendemain, parce qu'il y avait le Covid, on pouvait pas normalement, et puis finalement Mario, qui nous avait aidé pour le casting, il avait un vidéoprojecteur qui servait il a une petite association avec les jeunes pour jouer aux jeux vidéo, il a pris son vidéoprojecteur, le voisin qui conduit des bus, c'est un fan de sono, il a sorti sa sono, on est monté, hop, ils ont bricolé toute la journée, ils ont appelé les gens sont hyper débrouillards, on a pris des palettes, on a calé le truc, et à la fin, il y avait un super écran, un son de dingue, il y avait 600 personnes, des grands, des petits, des familles, des bébés, personne n'a bougé, bon, les bébés, bien sûr, mais tout le monde avait l'air scotché par le film pendant 1h30, donc c'était quand même génial de voir la puissance du cinéma, c'est-à-dire vraiment le plaisir de regarder un film ensemble, et pour la première fois, c'est ce qu'ils nous ont dit aussi, notamment, il y avait Cheikh MC, qui est un rappeur comorien, et qui dit, mais en fait, c'est la première fois que je me vois, que je reconnais des endroits, que je connais des endroits que je vois dans un film, des situations que je connais. C'est la première fois de ma vie. Donc en fait, faire un premier film là-bas, pour moi, c'était déjà évidemment, il y a le défi, on y va. Et j'avais pas réalisé cette importance pour les gens, en fait, de faire partie aussi, d'exister aussi dans un film, de se connaître, de se reconnaître.
Et le film Tropique de la violence, on l'a dit, il est à découvrir au cinéma à partir du 23 mars. Merci à Manuel Chapira pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Thomas Chalvidal. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.